Bonjour à tous, je suis Muriel Baki, je suis responsable de projet chez Onet sur un projet qui fait partie de PCI DSS qui est réglementé en fait. On a mis en place en fait la gestion de la valeur acquise en début d'année pour avoir une meilleure vision finalement du projet. Donc c'est parti, donc ça c'est le sommaire, introduction, c'est parti. Alors, EVM, c'est quoi? C'est Learned Value Management en anglais, ou gestion de la valeur acquise. C'est une technique qui est utilisée pour faire de la gestion de projet, du suivi. En fait, l'intérêt principal de cette technique, c'est de pouvoir finalement offrir une vision assez simple et claire du projet, d'où on part et où on va en fait. Et ça permet d'avoir une projection sur l'avenir et de le suivre assez, je dirais, graphiquement assez facilement pour tout public. Au niveau de l'histoire, comme souvent, c'est les Américains qui ont inventé ou utilisé pour la première fois cette petite méthode dans les années 60 pour le projet Minuteman Missile Programme. Donc c'est pour des missiles balistiques à des fins dissuasives pendant la guerre froide. Pourquoi utiliser particulièrement cette technique ? Parce que souvent on a certains indicateurs qui sont habituels, où on suit souvent le coût du projet, l'avancement comme on peut, et du coup certains indicateurs ne suffisent pas. Là, ça permet d'avoir une évaluation à l'instant T, au moment où on fait finalement la mesure, et d'avoir un peu de recul et un petit peu de projection aussi sur les tendances. Et en fait, à la fin, on a un joli graphique qui est hyper compréhensible et nos responsables, ils adorent parce que c'est compréhensible en un seul coup d'œil et c'est vraiment très clair, comme vous allez voir. Alors, comment ça marche? Alors en fait, on se base sur essentiellement trois indicateurs, le plan value, learned value et l'actual cost. Alors le plan value, c'est ce qu'on fait tout au début du projet. On a finalement un nombre de jours ou un budget, et en fonction de son budget, on sait le but qu'on doit atteindre. En fait, on va planifier sur l'année ou les années, selon le projet, ce qu'on veut faire, Donc en fait, c'est vraiment le plan de départ. Learned value, c'est la valeur qu'on crée en fait au fur et à mesure du projet, en fonction, je dirais, des jalons ou des lots ou peu importe en fait. Alors après, c'est exprimé en pourcentage d'avancement en fonction finalement des livrables qu'on va pouvoir délivrer, par soit des documents, soit du code, soit des lots. C'est vraiment en fonction du projet, ça dépend vraiment du projet. L'actual cost, c'est le consommé réel de l'équipe. Alors après, moi je l'ai mis le plan value exprimé en euros, en pourcentage et en euros, mais le plan value on peut l'exprimer aussi en jours hommes. Après, on transforme en euros pour pouvoir finalement tout comparer, mais il y a possibilité de le faire en jour homme si on passe en jour homme et l'actual cost aussi. Ça dépend des clients. Alors, voici un exemple de plan value en fait. Finalement, là, on voit qu'on a toutes nos releases sur le projet. Et en fait, on a déterminé finalement le budget sur l'année en fonction de la release, en fonction des mois qui passent. Donc, bien sûr, sur la release de janvier, on consomme en janvier, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive soit à la fin du projet ou soit à la fin de l'année, en fait. Nous, on marche par année. Chaque début d'année, on va commencer un nouveau plan et on va le décliner comme ça. Learned value. Alors, c'est là où les choses se gâtent, en fait. C'est que, pour le coup, il faut déterminer le pourcentage qu'on a fait en janvier pour la release de janvier. C'est-à-dire, si on a fait 100% de ce qui était prévu, ou pas, ou si on est en retard, ou si on est en avance parce qu'on a fait un petit peu de février en janvier, en fonction de la release. Nous, actuellement, la release, chez nous, c'est essentiellement délivrable et on a vraiment une release par mois où alors du coup on voit vraiment si on a vraiment suivi le plan qui était prévu ou si on a un petit peu dévié.
Donc ensuite, une fois qu'on a fait 100% en janvier, bah, sur le reste de janvier, on décline jusqu'à 100%, jusqu'à la fin. Pareil ici, on voit qu'en janvier, on a fait 16%. Et après, ça dépend vraiment du projet. Moi, c'était vraiment très factuel, en fait. On a pris vraiment, si c'était au nombre de composants qu'on avait livrés, combien je devais en livrer, s'ils étaient faits ou pas. Parfois, on n'a pas des releases. Autant de releases dans un projet. Donc, en fait, parfois, il y en a qui le font au ressenti. C'est-à-dire, ah bon, on a fait 10% de ce qui était prévu, grosso modo. Donc ça, c'est possible. On n'est pas obligé de le faire vraiment par nombre de composants, nombre de lots. Voilà. Et en dessous, vous voyez ici, se traduisent les 100% par un petit chiffre qui est en euros, qui correspond finalement au montant qu'on a consommé pour faire chaque release. Suite à ça, je peux permettre de te couper? Ouais, vas-y. J'ai une question, tu peux revenir juste un ou deux slides en arrière? Ouais. Voilà, non, avant. Le plan value. Ouais. Le tableau, excuse-moi. Oui. Voilà. Comment tu définis ton plan value en fonction des mots en dessous? Parce que je vois quand ta plan, là c'est quoi? Là c'est défini en euros, je suppose? Ouais. Donc là c'est ton budget que tu découpes en euros. Ouais. Donc ton budget c'est sur ton consommé de tes équipes. Ouais. Tu le découpes en janvier, donc ça veut dire qu'en février tu fais un démarrage petit, donc tu as quelques jours en janvier et la grosse marge en février. Ouais. Donc pareil pour les autres. Par contre, pourquoi je viens en août, j'ai déjà 1000, 2500 et après j'ai des zéros. Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir quelque chose avant et tu peux commencer des choses je te dirais en janvier pour août, par exemple. Tu peux commencer ta release, commencer des choses qui étaient planifiées en août, en janvier, et te dire, je l'ai commencé, parce que ça peut être des études, ça peut être, etc., des choses pas forcément qu'on fait. D'accord. Et après, se dire, sur ces mois-là, je n'ai pas la capacité à faire pour la release d'août, je la reprendrai en juin, juillet. Voilà, en juin, juillet, et voilà. Voire en septembre finalement, parce que je sais qu'il va y avoir un dépassement. Tu peux t'en rendre compte au fur et à mesure. Alors après, là, ça c'est un cas particulier parce qu'on a revu le plan. On a la possibilité de revoir le plan. Ouais. Ça, voilà. Ok, d'accord. Alors. Et après, c'est un exemple. Ouais, non, justement. Est-ce que dans ton exemple, les deux tableaux, s'ils sont liés? Ouais. Parce que là, par exemple, en août, effectivement, je comprends que tu démarres des choses en janvier-février, tu démarres l'analyse, l'architecture, etc. Qui peuvent se démarrer sur le mois précédent, mais ce qui veut dire que sur le slide suivant, on n'a pas le pourcentage ne démarre pas. Peut-être parce que c'est l'exemple qui fait, ou parce que là on est d'accord qu'en janvier-février, j'ai déjà un petit 5 ou 15%. Ouais, tu peux avoir, mais là tu peux avoir planifié, mais tu n'auras pas de valeur acquise. Tu peux planifier. Toi, ton plan, c'est ton plan de départ. Après, tu suis la vie de ton projet, et ton projet, finalement, il ne suit jamais le plan. Oui. C'est très rare. Et donc ça, en fait, tu l'alimentes à chaque mois. Tu l'alimentes et en fait, en janvier, tu avais planifié 1000 €. Et puis tu te rends compte que tu n'as pas du tout consommé ces 1000 €. Donc en fait, tu ne vas pas mettre un avancement. Ok. Donc le plan value, c'est ce que tu prévois à l'init de ton projet. Le earn value, c'est mis à jour au fur et à mesure de l'avancement. Au fur et à mesure, ainsi que les coûts. Ce que tu mets à jour tous les mois, c'est celui-là, l'earn value et les coûts. Okay. Est-ce que dans le learn value, on a aussi le reste à faire? Ça veut dire que moi, j'avais 1000 dans mon projet, j'ai consommé 500, et puis je sais que j'ai encore 1000 à faire. Ou est-ce que j'ai que les 500? Tu mets que ce que tu crées comme valeur, en fait. Ton reste à faire, c'est un autre indicateur qui n'a rien à voir, en fait, finalement, avec ton learn value. On verra plus tard, il y a des indicateurs qui te disent, un petit peu plus loin dans les slides, que finalement, ton reste à faire, il est de temps, ou tu es en retard, ou tu es en avance sur ton projet. Quand tu es en retard, tu sais qu'il te reste pas mal à faire. Même quand tu es en avance, tu as des notions, en fait, un petit peu plus tard. Parce que les restes à faire font partie des écarts de coûts aussi. Ouais, mais ça, c'est une technique, c'est pas l'unique, en fait. C'est pas l'unique technique que nous, on utilise, en fait. On utilise ça, en fait, c'est parce que c'est visuel et que... une fois que j'aurai passé ce slide-là, on a, je vais montrer tout de suite, ça va être plus simple. Voilà, ça c'est les coûts, c'est le consommé au mois par mois pour les différentes releases. On a mis les livrables qui sont associés.
Et derrière, on a ça. Et ça, tu vois tout de suite, si tu suis, tu vois, en bleu, c'est ton plan value. En vert, c'est ton earn value. Et en rouge, c'est ce que tu as consommé. Et ça, visuellement, tu vois tout de suite, quand tu as des décrochages ici. Là, tu vois, tu as des petits décrochages où ça s'est pas très bien passé. Puis là, d'un coup, tu as refait un bond. Parce que finalement, tu as avancé plus vite sur certains projets ou tu as revu le plan. Parce que c'est possible de revoir le plan. Parce que parfois, tu te rends compte quand tu as des petits soucis. Pardon. Des petits soucis ici. Tu te dis, c'est trop récurrent. On a été trop ambitieux en début d'année. Et donc, du coup, à un moment donné, on se dit, on va revoir le plan parce que pour le coup, c'est trop compliqué à maintenir tout le long du projet. Mais du coup, là, on voit le budget. On voit que le plan value là, que le budget est là, derrière. Et en fait, c'est très visuel. On voit tout de suite si on est quand même sur une bonne tendance ou pas. Et cet outil-là nous a permis de nous voir qu'en février, on n'allait pas bien. Et on s'est dit, bah, pour les prochaines releases, il faut qu'on s'arrange pour aller mieux. Enfin, on met des choses en place pour que ça se passe mieux. Mais on voit que ça peut être récurrent, qu'on peut avoir d'autres soucis. Donc à partir de là, on prend. C'est un outil vraiment, une méthode vraiment visuelle qui permet vraiment de voir qu'on a des petits soucis sur le projet en fait. Mais c'est pas les seuls indicateurs qu'on doit utiliser. Il faut pas abandonner le reste, il faut continuer le reste. Mais ça nous permet vraiment visuellement de voir graphiquement ce qui se passe sur le projet en fait. Non, mais je t'écoute, Laurent. Oui. Tu affiches un plan de value qui est déjà supérieur au budget. Ouais. Est-ce que derrière, il y a des actions que tu mets pour retoucher, revoir Pas forcément. Parce qu'on a l'habitude, chez Ney, de savoir qu'en fin d'année, tous les budgets ne sont pas mangés. C'est que les gens ne livrent pas ce qu'ils doivent livrer ou ils sont en retard, etc. Et quand on a un écart si peu, 100 000 euros sur... Oui, on se dit que ça fait partie des aléas du projet et on les assume complètement. Et donc du coup, après on refait le bilan en fin d'année, mais là le montant qui est mis, celui-ci, il ne sera pas atteint. On le sait dès janvier que la projection c'est ça, mais on sait que c'est un plan de départ, et le plan de départ il n'est jamais suivi. On subit trop d'aléas dans toute l'année pour pouvoir... donc du coup, quand tu as si peu d'écart, je ne dis pas, tu aurais 300 000 d'écart, un peu la tête. Mais là, 100 000 euros, voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Là, le plan value, il est linéaire. Est-ce qu'il y a des cas où ça ne va pas être linéaire? Tu peux. Après, si tu as des gros écarts, finalement, bah... Tu peux le planifier, que tu vas avoir des gros écarts, tu vas avoir une sous-charge parce que tu vas avoir des équipes qui ne sont pas présentes à un moment donné. Effectivement, tu peux te retrouver à avoir, je te dirais ici, hop, une baisse parce que tu le sais. Mais du coup, derrière, tu te dis que ça fait... enfin, tu vois un cône, tu te dis que l'effort pour remonter peut être compliqué. Tu peux avoir des écarts. Mais généralement, un plan au départ, quand tu le mets, il est souvent linéaire. Tu te dis que toujours tout va tout bien se passer. En fait. En tout cas, tu descends pas en dessous de ça. Hein. Ça ferait quelque chose comme ça et après tu feras un bond comme ça. Mais ça sous-entend des écarts, un afflux de gens qui arrivent, une nouvelle équipe qui arrive et que tu l'intègres à ce moment-là. Mais généralement, le plan value, il est tout le temps. Parce qu'on peut se dire aussi que c'est les choses faciles qui vont être faites en premier. Ouais. Et après, c'est les choses difficiles qui vont rester. Et donc il y aura beaucoup de choses qui seront livrées, toutes les choses faciles au début, puis à la fin, ça sera beaucoup plus difficile. Après, là, ça reste des euros. Donc, c'est pas... On pourrait aussi dire qu'en juillet-août, les gens ne travaillent pas. Ouais. Mais c'est pris en compte, en fait. C'est pris en compte parce que tu vois, si tu reprends ici, tu vois par exemple, parce que c'est le cumulatif, hein, tu vois ici qu'en fait, sur août, on a, on va moins consommer finalement qu'on a consommé sur les mois avant et après. Mais en fait, la courbe fait que ça se lisse automatiquement. En plus, pour tout vous dire, on ne le fait pas à la main.
C'est un joli fichier Excel qui fait ça, et il fait ça bien pour nous, les graphiques. Donc voilà. C'était la même remarque. C'était la même remarque. Voilà. Ben, en fait, on voit les écarts. Après, chaque mois est différent. Hop. Donc, hop. Voilà, ça c'est la synthèse graphique. Voilà. Alors, maintenant, les indicateurs de performance. Parce qu'une fois qu'on a fait tous ces petits graphiques, on a des indicateurs pour savoir si, effectivement, on a des retards ou on est en avance. Donc voilà, là, il y a le schedule variance. En fait, il identifie les retards sur les projets. Donc, en fait, c'est l'earned value moins le plan value. On peut faire ça, on fait ça tous les mois. Pour voir. Donc après, voilà, dans mon exemple, pour le mois de janvier, l'earned value était de temps, le plan value est ça, on voit qu'on a un écart positif. Donc on se dit, oh, bah, on a pris un petit peu d'avance, c'est cool. Le mois suivant n'est pas le même. Alors, on se rend compte que ce qu'on avait finalement, l'earned value, elle était à temps, et que le plan value, on se dit, ah, là par contre, c'est moins drôle, on est quand même super en retard. Et du coup, l'illustration graphique, elle est ici. On voit qu'ici, sur février, on commence à décrocher. Donc ça se voit tout de suite directement sur chaque graphique. Ça, c'est un des indicateurs. Ensuite, on a le cost variable, c'est les dépassements budgétaires. Donc, c'est l'earned value moins l'actual cost. L'earned value, c'est ce qu'on a créé comme valeur. L'actual cost, c'est ce qu'on a réellement consommé. Alors, l'earned value sur janvier est toujours le même. Et ce qu'on a consommé est légèrement supérieur à ce qui était prévu. Donc, on voit qu'on a vraiment un petit dépassement budgétaire. Pour février, on n'était vraiment pas bien. On peut voir que finalement, il n'a fait que grandir, en fait. Il y a un petit bug dans mon... donc du coup, on est en dépassement budgétaire sur notre projet. Alors, vous êtes bien, on va me dire, ouais, on est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on en fait? Pour le coup, on est en début de projet. On s'est dit qu'on allait essayer de voir si on allait pouvoir récupérer sur les mois suivants. Ensuite, on a un autre indicateur de performance, qui est le Schedule Performance Index. C'est l'indicateur qui te dit, finalement, là, qui te fait la vision de ton planning entre ton état d'avancement et l'état d'avancement prévu. Là, on voit qu'on était bien en janvier, on était supérieur à ce qu'on attendait finalement de nous, et qu'on a quand même subi un gros dérapage en février. Donc en fait, en février, on a été en retard par rapport au prévisionnel de 28%. Qui quand même, pour le deuxième mois de l'année, était quand même un petit peu inquiétant finalement. Le CPI, le Cost Performance Index. Alors, c'est l'indicateur, pareil, c'est une vision budgétaire en fait. Et donc, du coup, c'est le l'earned value où on divise par l'actual cost. Du coup, on se retrouve à 0,82. Donc, ça fait moins de 20%. On peut se dire que, bon an, mal an, ça va. Et en fait, sur février, on voit qu'on s'est quand même bien effondré. Et en fait, souvent, on considère quand il y a un écart de plus de 30%, c'est qu'il faut revoir le plan prévisionnel. C'est que soit on a été trop ambitieux, soit on n'a pas anticipé certains problèmes qui arrivent dans la vie d'un projet. Enfin, voilà. Ce qui nous donne, au final, on peut faire ça. Nous, on ne le fait pas dans le cas de notre projet parce que finalement, on a assez d'indicateurs et ce qui sert surtout, c'est le graphique. Mais le radar des projets, en fait, ça te permet en fonction des différents, du CPI et du SPI qui sont là, de placer des points finalement sur le radar. Et donc, plus on est au centre, mieux c'est. Plus on s'écarte, plus c'est compliqué. Et donc, en fonction des CPI et SPI, on voit si on est économe en avance, on voit si on est économe en retard, si on surconsomme et qu'on est en retard, ou si on surconsomme, mais on est en avance. Donc, autant vous dire que c'est mieux d'être de ce côté-là. Mais c'est assez rare quand même. Il faut être réaliste. Ensuite, on a des indicateurs complémentaires. Est-ce que c'était clair déjà? Ouais. Les sous-graphiques juste avant. Ouais. Les points, ils correspondent à quoi?
En fait, c'est ton... ce que tu calcules là. C'est un mois, en fait. Moi, je le prends en mois, ouais. Un point, c'est un mois. Ouais, un point, c'est un mois. Exactement. Donc, du coup, tu peux voir, finalement, comment se porte ton projet. Mais nous, on l'utilise pas vraiment, en fait. Parce que, finalement, avec ce qu'on a avant, et puis, en fait, ce qui fait surtout foi, c'est le graphique. Et ça, je vous l'ai mis, parce que je sais qu'il y en a qui l'utilisent. Ensuite, les indicateurs permettant d'estimer la fin d'un projet. Et du coup, ça permet, à partir de l'état où on est, de pouvoir voir si finalement on va arriver très en retard ou en avance, sait-on jamais, sur un projet. Donc, finalement, c'est le budget qu'on va mettre pour arriver à la fin. Donc, souvent, c'est l'actual cost plus l'estimation du travail restant. Donc, ton reste à faire pour ça. Voilà. Donc on peut l'estimer de différentes manières. Soit on fait une estimation du reste à faire manuel, voilà. Soit on utilise encore des petits indicateurs où finalement c'est le budget initial avec le... Oups, je ne les utilise pas. Hein. C'est le budget initial moins le VM, enfin Learn Value, et après c'est pondéré parce qu'on a déjà calculé tout à l'heure qu'on utilise le premier, le CPI. Ah ouais, c'est des indicateurs, effectivement. Parfois, ça peut être un peu... voilà. Mais c'est vrai que ceux-là, on ne les utilise pas. Alors du coup, moi, j'ai pris comme exemple que le budget à complétion, finalement, initial du projet, c'était celui-là. C'est un parti pris, j'ai pris celui-là. Et finalement, j'ai recalculé entre mon Learn Value, qui est là, plus mon CPI, plus... alors, ça, c'est mon... budget, ça c'est mon Learn Value et j'ai redivisé par mon CPI et j'y ai mis ah, 73 000, c'est mon actual cost. J'aurais dû me marquer un peu plus, ça aurait été mieux. Plus mon actual cost. Donc finalement, ça me donne un budget pour arriver à la fin de mon projet de 821 000 au lieu de 673. Et j'ai fait le même exercice sur février. On était très en retard. Et pour le coup, vous voyez, ça fait des bons, quoi. L'outil te génère ça tout seul? Celui-là, je les ai calculés moi-même. Mais ça, sinon, tu les fais toi-même? Ça, je les ai fait moi-même. Ceux-là, parce que l'outil, en fait, il calcule les autres. Ok. Les compléments, les indicateurs de performance qui sont là. Et celui-là, tu le calcules toi-même. Mais en fait, c'est vraiment des indicateurs complémentaires. Nous, par exemple, dans le cadre du projet, vu qu'on a plein d'indicateurs, ceux-là, on ne les utilise pas. Mais ça fait partie de la méthode, donc je voulais vous les présenter aujourd'hui. Puis parfois, ça donne une petite idée de ce qui se passe, même si on a envie de se faire peur, en fait. Alors après, c'est pareil. On a le budget, voilà, qui est l'EAC, ce qu'on a calculé précédemment, plus, moins l'actual cost, ça fait estimate to completion, le budget. En fait, du coup, on se rend compte, entre ce qu'on a consommé et ce qu'on avait, on s'est dit, bah, il nous reste ça. Voilà, ça nous fait parfois qu'on dépasse déjà le cadre du budget qui nous reste alloué, alors qu'il y a il y a plusieurs mois qui se sont passés. Et c'est pareil, celui-ci, c'est un indicateur qui permet à évaluer le reste. Et en fait, on se retrouve que sur celui-ci, le TCPI, et ben, il est identique au CPI finalement quand on voit, vous voyez ici les deux, hop, si je reviens en arrière sur le CPI, c'est les mêmes. Après, ça fait partie des indicateurs. Moi, je trouve que celui-ci, il ne sert à rien. Je vous l'ai présenté quand même. Voilà. Les questions. Je sais que c'était beaucoup de chiffres. Et pas forcément... Oui, tu parles d'outils, en fait. Quel outil? Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai fait, là, c'est dans les liens. Après, on peut se retrouver. Donc, il y a le wiki qui est là, il y a des pintas. Et puis après, celui-ci est très intéressant. On peut récupérer, finalement, un Excel. Bon, on rentre, tu dois faire quand même ton plan value, tu dois remplir, etc. Mais l'Excel, il se charge de faire tous tes calculs, parce que tu peux les faire à la main. Ça, il n'y a pas de souci, il y a les formules. Mais en fait, quand tu as un Excel qui s'occupe de tout, tu n'as plus qu'à le télécharger, à le remplir, et finalement, il te calcule tous tes indicateurs, sauf les indicateurs
complémentaires, sauf cela. Ça, c'est vraiment quand tu es curieux et que tu veux savoir si tu dois les réclamer plus de budget ou pas, au final. Mais, donc, pour la petite histoire, en février, on n'était pas bien du tout. Et on peut voir que finalement, on ne se porte pas si mal que ça en ce moment. C'est parce que, à un moment donné, on s'est dit que on travaillait trop par vague et que finalement, à un moment donné, on donnait un coup de bourre pour essayer de récupérer le retard et que c'était fatigant et qu'il y avait beaucoup de choses et puis que c'était compliqué. On a réévalué le plan, ici. Vous voyez, d'un seul coup, paf, tous les indicateurs sont passés au vert. D'un seul coup, on s'est dit, hop, on est tout repassé et là, on voit que finalement, c'était beaucoup plus réaliste de tout retravailler que de se dire on va dérouler le plan qu'on avait prévu en début d'année et le continuer jusqu'à la fin. Mais c'était trop dur à tenir et on a subi les aléas que subissent un projet habituel avec des choses imprévues. Tu estimes un minimum d'un budget pour utiliser cet outil, alors que ce soit en jour ou en budget? Je suppose, bon, est-ce que tu vas mettre ça en place pour un projet de 50 jours? Non. J'ai un doute. C'est bénévole. Oui, mais est-ce que tu donnes, d'accord. Est-ce que tu donnes toi un minimum? Tu dis qu'en dessous de 200, 300 jours, c'est trop, c'est mettre en place beaucoup de chiffres, de calculs. Alors après, tous les mois, ça me prend très peu de temps à le faire. C'est juste qu'il faut aller dans ton outil de saisie des temps, récupérer les temps de tes collaborateurs, puis tes collaborateurs, puis c'est compliqué. Voilà. Surtout si tu fais des petits projets où les collaborateurs sont multi-projets, ça devient très difficile à gérer au final. Mais quand par exemple sur une équipe relativement stable comme la nôtre, au final, je te dirais, moi, tu peux le faire quand tu veux à partir du moment où tu as une équipe stable. C'est plus facile. Parce que par exemple là, c'est la simulation de 4 équipes. J'ai 4 Excel différentes pour chaque équipe. Et après, je concatène toutes les équipes en une seule pour donner ça. Donc, plus tu as d'équipes avec pas du tout les mêmes rendez-vous. C'est pour ça qu'on se retrouve ici avec autant de releases. Sur une équipe, parfois ça peut être très compliqué d'avoir autant de releases, surtout en mainframe. C'est pas des sprints, voilà. Surtout en mainframe, c'est compliqué d'avoir autant de releases. Et là, il y a plusieurs équipes. Des équipes mainframe, des équipes Java J2E, il y a pas mal d'équipes. Donc ça, c'est la concaténation que j'ai pu faire de toutes les équipes. Mais pour prouver que c'est pas forcément ton équipe où tu gères spécifiquement qui est en retard et qui a subi le retard, par exemple, d'une autre équipe, j'ai fait 4 Excel différents, en fait. Voilà. Et ça se concatène très vite. Et une fois qu'on a l'habitude de le faire, ça prend 1 heure, 2 heures par mois maximum. C'est juste la mise en place qui est compliquée à faire. En fait, faire le plan et de se dire qu'est-ce qu'on met finalement dans les cases, combien on y accorde de budget. Mais ça, de toute façon, on est obligé de le faire à chaque début de projet, de toute façon, pour tout planifier. Donc après, je vous ai mis des petits liens. Voilà, sur le lien Wikipédia. Après, ça, je crois que c'est un exemple de fichier que vous pouvez récupérer et utiliser pour pouvoir faire tous les calculs sans les faire vous-même et puis tout se fait naturellement avec tout ce qui est cumulatif. Et celui-ci, c'est intéressant. En fait, ça reprend en gros ce que je vous ai raconté. Voilà. Et c'est peut-être plus structuré. La conclusion, c'est que les dérives d'un projet sont multiples, n'ont pas forcément le même impact, et que même si les indicateurs sont super mauvais, il ne faut jamais perdre espoir, parce que finalement, les aléas, c'est dans un sens, mais dans l'autre aussi. On peut avoir des très bonnes surprises. Hein. Nous, pour l'avoir vécu cette année, La visée.